Alors bonjour, chers auditeurs et chers téléspectateurs. Nous voici de retour à Porteurs d'espoir. On est très, très heureux aujourd'hui de cette émission qui vous attend. Vous allez être sous le charme, je pense. On a une invitée prestigieuse que vous allez adorer. Vous l'avez peut-être découverte avec le lien vidéo que je vous avais suggéré cette semaine. Et là, on l'a en live avec nous. Alors, Soma Seka, bienvenue à Porteurs d'espoir. Merci beaucoup, Diane. Bienvenue au Québec. Oui, vive le Québec. Oui. En cette première journée de printemps, avec un soleil radieux en plus. Alors, ton expérience au Québec, ça se passe bien? Formidable. Oui. Formidable. Tu nous comprends quand on parle? Ah, on va dire oui. Pas toujours, mais Pas quand toujours, même. mais je commence à apprendre plein d'expressions. C'est vrai? Voilà, et puis là, il y a Isabelle qui essaye désespérément de me faire goûter la poutine. Oui. Mais il n'est pas encore arrivé, mais on va y arriver. Non, parce que tu n'en as pas le goût. Ou, Ah non, si, je suis ouverte à n'importe quelle expérience. Mais l'occasion ne s'est pas encore présentée. Ouais. Alors, on va faire une entrevue spontanée, c'est-à-dire que j'ai quelques questions qui me viennent, mais je vais me laisser guider par où tu as envie d'aller aussi, pour le bénéfice des gens qui te connaissent moins, parce que c'est ton premier séjour ici au Québec. Tu es native du Cambodge, tu l'as quitté à l'âge de 5 ans lors de la guerre pour aller t'établir en France, puis tu es resté, tu as demeuré en France, ben, tu es encore en France en ce moment, c'est ça? Oui, j'habite en France, je demeure en France. Je suis native du Cambodge, mais je suis aussi française. Donc oui, c'est au moment de la guerre où notre famille a dû s'exiler en France. On a été accueillis en France et j'ai fait toutes mes études en France. J'ai fait 5 ans de droit, comme je dis, Oui. et le reste à l'envers. Oui. Voilà. Est-ce que tu as pratiqué le droit? Oui, Oui, j'ai été quand juriste pendant un certain temps. Et j'aurais pu faire ma carrière en tant que juriste, et je me suis dit non, c'est pas ça qui va m'apporter le vrai bonheur. Donc très vite la question du est-ce que sur Terre, est-ce qu'il y a un véritable bonheur qui soit permanent, une véritable paix, une véritable joie, qui soit pas dépendant de quelque chose, de quelqu'un, de conditions, qui soit simplement là au niveau le plus intime, le plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce questionnement-là surgisse, puis que après quelques années à pratiquer le droit, tu te sois dit, finalement, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire. Et je sais que tu racontes sur ton site ta promenade à Amsterdam, là, que tu nous raconteras peut-être. Mais est-ce que c'est ça qui a fait émerger en toi le désir? Non, ça a été bien avant, à peu près quand j'avais 16 ans. Il y a eu une expérience spontanée où le mental, il n'y avait plus le mental s'est arrêté et il y avait un état on va dire, de béatitude, de bien-être, voilà. Et tout était perçu à travers ce bien-être. Je coupais des tomates, c'était bienheureux, c'était bienfaisant, il y avait une douceur d'être, voilà. Et ça s'est perdu. Et à l'époque, où j'avais personne pour m'éclairer sur ce qui s'est passé. Et du coup, après, la quête est revenue. Après mes études, après avoir un peu travaillé. Parce que, en fait, en travaillant en tant que juriste, je m'ennuyais royalement. C'est vrai. Donc, voilà. Alors, du coup, j'ai décidé, il y avait l'élan là de partir en Inde. Et j'ai étudié le bouddhisme, j'ai fait quelques retraites méditatives. Et là, j'ai découvert ce que moi j'appelle le soin. Voilà, et après... Les soins du corps, c'était ton intuition, c'est quoi? Il y avait un don du soin qui m'a été accordé à la fin d'une retraite. Donc à la fin de la retraite, c'est venu comme ça. Je n'ai jamais cherché, je ne pensais jamais soigner qui que ce soit. C'est parce que dans les retraites méditatives, on descend profondément en nous-mêmes et dans cette plongée en nous-mêmes, on rencontre tout de nous-mêmes, que ce soit le corps, les énergies, les émotions. C'est vraiment une expérience vivante, directe, et c'est en se rencontrant soi-même que l'on peut véritablement rencontrer l'autre. C'est en ayant le goût de son humanité que je pense qu'on peut rencontrer l'autre dans sa tendre humanité, qu'on peut rencontrer l'autre vraiment de cœur à cœur. Voilà. Est-ce que tu as...
Est-ce qu'on a l'impression parfois qu'il faut absolument méditer pour aller à la rencontre de soi? Ou est-ce que ça peut se faire autrement je sais pas, en prenant une marche, par exemple, en étant en contact avec la nature? Mais méditer, pour moi, c'est pas simplement une technique. Méditer, pour moi, c'est être. Méditer, c'est la vie même, pour moi. Donc, ce que nous sommes, notre être véritable, peut se révéler à n'importe quel moment. Parce que c'est ce que nous sommes. Mais je pense qu'il y a... Il n'y a pas de condition, parce que cette révélation n'est pas dépendante d'une condition. Mais généralement, ça se fait lorsqu'il y a un abandon total. Pour moi, la véritable méditation, c'est cet abandon total à ce qui est là, à la vie qui est là, à nous-mêmes, en toute confiance. Donc, dans cet abandon, il y a une détente qui se fait. Il y a toute la contraction qui est là, au niveau physique, émotionnel, inconscient. Tout ça peut se relâcher en chaîne. Et du coup, ce que nous sommes déjà va se révéler totalement naturellement. La méditation, pour moi, il n'y a pas d'effort. Ça doit être naturel, complètement naturel. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut évidemment, on fait des vies de fou, on court. Ici, moi, j'essaie de commencer à ralentir et c'est un défi parce que des fois, ça fait 30 ans qu'on court puis on a des obligations, une maison, un emploi, des enfants. Ça, c'est ce que tu crois. Oui, c'est ce qu'on croit, en effet. Et puis un jour, on se dit, en tout cas, c'était mon cas, mais c'est pas ça la vie. Ça peut pas être que ça. Tu sais, c'est métro, boulot, dodo, se lever tous les matins, courir, aller porter les enfants à la garderie, s'en aller au travail, puis des fois, les enfants sont dans C'est ça, la vie, c'est un mouvement de vie, mais ce même mouvement de vie, t'es pas obligé d'y mettre le stress. Comment on fait? On fait lorsque tu n'es pas identifié au temps, au résultat, au personnage. Et pourtant, c'est le même mouvement. S'il n'y a pas cette saisie par rapport à ton image, par rapport à ce que tu penses être tes obligations, le fait de bien faire les choses, de devoir faire les choses, toutes ces pensées-là auxquelles on croit, si tu n'y crois plus, tu as le même mouvement, mais dans une détente, dans un plaisir, il y a un espace qui est là. Pourtant, c'est le même mouvement de vie. Si on se dit, OK, je ralentis, moi, je me vois toujours en train de faire les choses rapidement pour être hyper efficace, parce que je suis plus capable. J'ai plus envie d'entendre ça, mais bon, il y a un conditionnement qui est là. Il s'agit d'accueillir le conditionnement jusqu'au bout. Si ta nature est le feu, tu vas pas devenir de l'eau. Toi, ta nature, c'est le feu, c'est pétillant, c'est du champagne. Donc, voilà. Ah, tu me connais? Donc, tu vas pas, faut pas que tu changes ta nature. Il s'agit simplement là de voir qu'est-ce qui fait que c'est rapide. Et au contraire, moi j'invite d'aller jusqu'au bout de ce mouvement. De voir. Pas essayer de le ralentir. Ah non. Parce que c'est artificiel. Quand tu prends conscience totalement, parce que si tu rejettes ce mouvement en toi, cette partie de toi, c'est comme si quelque part tu lui redonnes de l'énergie. Tu vas te contracter en cherchant à ralentir, à te détendre, c'est artificiel. Alors que si tu vois le mouvement assez rapide et que ça court, mais ça peut courir, tu en as pleinement conscience, mais ça court sans toi. Et du coup, il y a quelque chose qui va tomber naturellement. Et le mouvement, il va se ralentir de lui-même. Mais c'est pas toi qui va t'obliger à ralentir le mouvement. Tu vois? Oui, mais mon ego ou mon cerveau essaie de comprendre. Là. Oui. J'observe la course, puis je l'observe, mais je continue à courir quand même, mais je me vois courir, c'est ça? Oui. En fait, tu dois observer qu'est-ce qui te fait courir. Qu'est-ce qui te fait courir? Vers quoi tu cours? Ouais. Plus on court, plus on se rapproche de la mort. Hein. Donc, ne cours pas si vite, ne te rate pas si vite. Tu vois? Mais tout le monde est dans cette course-là. Et si on regarde bien pourquoi il y a cette course-là, derrière, il y a deux émotions de base qui vont alimenter cette course-là, qui sont le désir. Le désir d'avoir quelque chose, d'avoir plus de plaisir, d'avoir plus.
Et c'est toujours plus, parce qu'on ne remarque pas que lorsqu'on obtient ce qu'on veut, dès on obtient ce qu'on veut, derrière, il y a un vide. Il y a toujours qui nous laisse insatisfaits. Du coup, comme on n'aime pas ce vide, on ne veut pas l'explorer, le rencontrer, on ne veut pas explorer l'insatisfaction, eh bien, on repart pour un autre mouvement. Et c'est pour ça qu'on est toujours en mouvement, mais qu'on demeure toujours insatisfait. Il y a toujours un vide en nous. Et ce vide, tôt ou tard, la vie va nous inviter à le rencontrer. Au moment de la mort, on va être obligé de rencontrer ce vide. Mais le mental, lui, il n'aime pas ce vide parce qu'il croit que le vide, c'est du néant. Alors que si on fait pause, quand on rencontre ce goût d'insatisfaction, ce goût de vide en moi, je fais pause. Et je laisse goûter, s'expérimenter jusqu'au bout, eh bien, on va s'apercevoir que c'est juste un état mental, un état émotionnel qui est là, qui est accueilli tel quel, sans vouloir le changer. Et là, il y a quelque chose qui va tomber, qui va se dissiper. Et là, il y a un espace qui va s'ouvrir en nous, qui est un espace de tranquillité, qui se découvre, un espace de bien-être. Et du coup, cet espace-là, qui au départ apparaissait comme vide, il va apparaître comme plein de toute cette vie, plein de toute cette joie. Voilà. C'est un constat que je commence à faire, tu sais, que le vide est plein. Oui. À ne rien faire, c'est juste être aussi, hein, c'est être dans le moment présent. Oui. Le défi, c'est d'y rester puis d'y revenir. Une fois qu'on a goûté à ça, on a juste envie d'y revenir. Mais même en ayant envie, c'est encore le mental qui dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Mais tu ne peux pas revenir au moment présent ou en sortir. C'est parce que sinon, tu es dans le temps. Le temps, c'est de l'ordre du mental. Et ce temps-là se déploie dans l'être que tu es, cet espace intemporel que tu es, et qui ne te quitte jamais. Et le désir qui s'éveille en toi, cette course permanente, se déploie dans cet espace que tu es, cette conscience, on peut l'appeler conscience, tout ce que tu veux, plénitude d'être. Moi, parfois, je l'appelle bébert. Oui, faut pas que parce que pour dire, il n'y a pas quelque chose de, c'est naturel. Pour dire que c'est ordinaire, c'est naturel, c'est vraiment naturel. C'est sans forcer. C'est naturel, c'est totalement bio. Qu'est-ce qui fait qu'on a tout le temps envie de faire des efforts forcés? On entend, on en a parlé souvent à l'émission ici, dans le développement personnel, dans le mouvement de développement personnel qu'on connaît à l'heure actuelle, il y a une phrase qui revient tout le temps, « Devenez une meilleure version de vous-même », à laquelle je suis allergique maintenant, parce que c'est comme si on nous signifiait que ce que nous sommes, c'est pas assez encore. Malgré tout, il y a tellement de gens qui veulent plus de formation, plus de séminaires, plus de connaissances, plus. Puis on dirait que c'est une course sans fin, ça n'arrête jamais. À quel moment on prend une pause et on dit « Ok, je regarde ce que j'ai, ce que je suis, ce que j'ai envie de vivre. » À quel moment on arrête cette course folle qu'on s'impose en voulant être meilleur? Déjà, dans le développement personnel, tu veux être meilleur, parce qu'en fait, on veut être meilleur, parce qu'on ne voit pas que tout change en nous. Alors, il n'y a même pas besoin de changer, de faire l'effort de changer quoi que ce soit en nous, puisque déjà tout change. Le corps change, il y a des atomes qui bougent d'instant en instant, les pensées, le flux des pensées, le flux des émotions changent d'instant en instant, mais on n'accueille pas ce mouvement. On n'accepte pas certains aspects de ce mouvement, certains aspects de nous-mêmes, parce qu'on se juge, on est très dur envers nous-mêmes. Il y a un désamour. Donc là, il s'agit simplement de s'accueillir tel que l'on est dans l'instant, sans se juger. Et pour moi, ça, c'est le premier pas d'amour envers nous-mêmes. Et lorsque on commence à s'accueillir tel quel, dans toutes nos dimensions, corps, parole, esprit, souffle, émotion, inconscient, enfant intérieur, tous ces niveaux-là, jusqu'à la conscience ultime, parce que pour moi, nous sommes tout cela, nous sommes vraiment tout cela, toute cette richesse de vie-là.
à explorer, à laisser se dévoiler en nous, eh ben, il y a automatiquement cette pause. Parce que dès que tu t'accueilles tel qu'elle, sans plus rien vouloir changer, rejeter en toi, améliorer en toi, automatiquement il y a une paix. Parce que tu n'es plus en guerre contre toi-même, tu n'es plus en désamour contre toi-même. Donc automatiquement, là déjà, il y a la paix qui peut se goûter. Un premier goût de la paix. Tu as dit dans une des vidéos que j'ai vues, j'ai beaucoup aimé ça, que l'autre est là pour m'amener à voir là où je suis inconfortable avec moi. Je l'ai noté parce que je trouvais ça tellement beau comment tu l'avais dit. L'autre met en lumière ce qui est tendu encore en moi. Ben, si l'autre, par exemple, que ce soit le voisin, le conjoint, le chum, je crois qu'on dit au Québec, ben, s'il y a des problèmes, il y a une tension, c'est pas le problème, il est jamais à l'extérieur. Le problème, il est à l'intérieur. L'autre, justement, il va appuyer sur le bouton qui va faire mal, qui va réveiller une blessure. Donc l'autre, c'est un cadeau de la vie pour mettre en lumière un espace en toi qui apparemment n'est pas libre, qui n'est pas vu clairement. Donc si tu acceptes de tourner le regard vers là et au lieu de vouloir changer, pallier au problème, changer le conjoint, etc., et de retourner le regard en disant « Ah oui, quelle est la résonance sur moi ?» Voilà, par exemple, de ce conflit, de ce problème. Qu'est-ce que ça fait éveiller en moi? Et d'accueillir ça, mais sans forcément vouloir comprendre. L'accueil, c'est beaucoup plus direct que ça. Parce que le niveau de la compréhension ne peut pas rejoindre le niveau émotionnel. Souvent, il y a des personnes qui cherchent à remédier à la colère, à la peur, mais en comprenant l'émotion. Parce que c'est une façon de s'apaiser, mais c'est temporaire. Parce que l'énergie de la peur, l'énergie de la colère ne peut être libre que lorsqu'elle est accueillie telle qu'elle. L'accueil, moi, dont je parle, qu'on peut appeler écoute, qu'on peut appeler méditation, c'est comme si quand tu écoutes de la musique, tu vois, quand tu écoutes de la musique, il y a une pleine conscience de chaque son, sans rien rejeter, sans rien trier, etc. Il y a une pleine conscience, et dans cette pleine conscience, où il y a un abandon, tu vois, au son, et là, il y a une détente. Et la musique, la symphonie, ben voilà, elle est accueillie, elle est goûtée, elle est totalement expérimentée, elle est libre d'être. Hein. Et pour la symphonie mentale, émotionnelle, c'est la même chose. Si c'est accueilli tel quel, voilà, c'est goûté pleinement et c'est libre en toi. Tu n'es plus identifié à ça, tu t'en saisis plus. Donc ça pose plus de problème. C'est plus ma colère, c'est plus ma peur. Voilà. Prenons un exemple pour être sûr qu'on se comprenne bien. Si l'autre éveille en moi, je ne sais pas, si l'autre, prenons un exemple simple, me ment, OK? Puis que ça m'irrite parce qu'il me ment, parce que dans ma grande prétention, on ne devrait pas me mentir. Mon ego va aimer penser ça peut-être. Qu'est-ce que ça éveille en moi? Puis, tu dis accueillir ça, puis laisser ça prendre la place. Ben, si l'autre te ment, ça va éveiller en toi peut-être la colère, d'accord? Ou un sentiment d'injustice, ou un sentiment de trahison. Donc là, il s'agit d'accueillir complètement la colère. Mais généralement, on ne va pas l'accueillir, cette colère telle qu'elle, on va être en colère contre l'autre. Ouais. Donc cette colère va être projetée sur l'autre. Ouais. Tu ne dois pas me mentir, c'est intolérable, etc. Or, si tu accueilles cette colère en toi, mais au départ, on n'accueille pas la colère, parce que l'émotion de la colère, généralement, est jugée comme négative, dommageable pour soi-même et pour l'autre. Du coup, c'est la colère, qui est pourtant une émotion, donc une énergie de vie comme une autre, si on ne lui donne pas du fioul, c'est-à-dire en la rejetant, en la jugeant, si on la laisse être, mais dans notre regard, sans projeter sur l'autre, l'énergie va monter dans notre conscience, voilà, elle va prendre de l'ampleur et elle va retourner à sa source, qui est la conscience. Et par ce processus-là, toi, il y a un éclaircissement qui se fait. Tu touches de plus en plus ta vérité.
Et dans cet espace de vérité et de clarté, il n'y a pas de mensonge là et il n'y aura pas de mensonge de l'autre côté. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une forte résistance de beaucoup de personnes à pardonner. Hein? On dirait que pour beaucoup de personnes, s'accrocher à ce qui les a blessés est important, puis ne pas lâcher ça. Qu'est-ce qui fait qu'on maintient ça, puis on s'accroche à ça, puis on dit non, je ne pardonnerai pas? Parce qu'on tient à sa souffrance. C'est un point d'identification très fort pour la personne. Quand on demande aux personnes est-ce que vous ne voulez plus souffrir ou ne plus avoir de problème, la bouche dit oui, mais le reste dit non. Parce que si on enlève toute souffrance à la personne, comment elle existe sans sa souffrance dont elle a eu l'habitude pendant des années et des années? Il n'y a plus de point de repère. C'est pour ça qu'on tient à la souffrance. Ça nous apporte quoi? Ça alimente le personnage, ça alimente l'ego, ça alimente tout notre conditionnement, la souffrance. Et ça renforce ce sentiment d'exister à travers le personnage qui a telle histoire souffrante, qui souffre, qui a telle blessure. Voilà, ça alimente tout ce processus-là. Mais pourquoi certaines personnes vivent ça? Qu'est-ce qui peut se produire pour que un jour ces gens-là arrêtent de s'identifier à leur souffrance puis disent ah, il y a peut-être une autre voie qui peut être agréable à vivre aussi? Peut-être s'ils sont épuisés de souffrir. Dans l'écœurement de souffrir. Ou d'être vraiment touchés par l'amour. Il y a des gens qui disent parfois qu'il faut souffrir beaucoup pour s'éveiller, mais c'est pas une voie nécessaire. Non, il n'y a pas de règle. Non, c'est pas une voie nécessaire. On peut aller au bistrot et s'éveiller. Ouais. Est-ce que ça prend... On va aller tout au bistrot. C'est une voie plus simple, plus directe. Oui, dis-nous lequel, on s'en va tous là. Oui. On s'en va tous là. Est-ce que ça prend... parce que c'est des questions qui me sont souvent posées. Est-ce que ça prend un niveau... Je vais le dire tout croche, là, mais je pense que ça va être compréhensible quand même. Est-ce que ça prend un niveau d'évolution pour un jour dire « Ah, je vis l'éveil » ou je me sens en unité avec tout ce qui existe, non, je me sens en paix. Quand il y a l'éveil, il n'y a pas jeu. L'éveil, c'est pas quelqu'un qui a évolué vers un autre état. L'éveil, c'est la disparition de l'identification à quelqu'un, à une personne. C'est une mort. C'est dans l'éveil, tu n'obtiens pas quelque chose de plus. Et dans l'éveil, il y a la prise de conscience que tous les conditionnements, toutes les croyances auxquelles on croit, on s'attache, ce personnage qu'on pense être, nous ne sommes pas que cela. Nous ne sommes pas limités au corps et à ce qu'on appelle le mental. Donc cette identification-là qui est très forte tombe quand il y a éveil. Et c'est un grand ébranlement. C'est une révolution totale de perspective. Et après, souvent après l'éveil, il peut y avoir comme un mûrissement, comme une intégration pour le corps physique. Il y a toute une alchimie qui se continue à différents niveaux. Puis ça peut se manifester comment, cette réaction-là, physiquement? Ça peut faire des douleurs physiques, ça dépend, c'est très très variable et je pense que c'est unique en fonction de chaque être en fait. Voilà. Tu sais, on parle, à l'émission ici, on parle souvent d'éveil, on a des êtres extraordinaires comme toi et bien d'autres, quelques autres qui viennent nous rencontrer grâce à Isabelle notamment. Et puis, on sent chez les gens une volonté de connaître l'éveil. Comment on fait pour connaître l'éveil? Moi, je me souviens de la première entrevue avec Pierre et Gérald, Isabelle va s'en souvenir, où j'ai posé pendant 2 heures de temps la même question, puis j'arrivais pas à comprendre. Puis les gens qui ont regardé ça, puis avec tout ce mouvement-là, plein de gens veulent connaître l'éveil, l'illumination, tellement que maintenant, ils se donnent des cours d'illumination. Ah oui, d'accord. Moi, je trouve ça fascinant.
Qu'est-ce que tu as à dire à On ces ne peut gens-là? pas connaître l'éveil. Connaître, ça part du mental. Connaître, c'est-à-dire qu'on veut se saisir. L'éveil, c'est tout le mouvement inverse. C'est ce mouvement de saisie qui tombe. On ne peut pas... et l'éveil, c'est simplement un apparent événement. Moi, je compare l'éveil à juste l'aube. Mais c'est simplement l'aube qui va révéler ce qu'on a toujours été. Ce ciel de l'être, ce ciel infini, limpide, inaltérable, intemporel de l'être. Et ça, c'est pas des, ça peut être des cours, mais c'est pas des cours, c'est, je dirais, c'est la grâce de la vie. Est-ce que ça veut dire que certaines personnes recevront cette grâce-là et d'autres pas? Non, tout le monde est cette grâce déjà. Tout le monde est déjà cela. Pour que cela se révèle, il y a simplement à laisser tomber la croyance que tu es limité à ce corps et au mental. Simplement ça. Et pour laisser tomber cela, il ne s'agit pas de rejeter cela. Il ne s'agit pas de rejeter l'ego. L'ego n'est pas l'ennemi à abattre. Au contraire, on va prendre... C'est le cadeau. C'est le cadeau d'éveil, l'ego. On va prendre c'est l'ego... le cadeau? Oui. Parce qu'on va prendre vraiment tremplin sur l'ego. L'ego, c'est lui qui va se manifester. Quand on veut l'éveil, lorsqu'on veut la paix et la joie, c'est pas quand on commence à méditer tout ça, c'est pas la paix, la joie qu'on va rencontrer au départ. Ce qu'on va rencontrer au départ, c'est toute notre humanité avec nos peurs, nos blessures, tout le système égotique. Et ça, on va pas le rejeter. On fait face à ça. Là. Voilà, on va le rencontrer. Plus que faire face, on va complètement l'embrasser. Complètement. Et c'est en rencontrant ça, en laissant cela se mettre en lumière pleinement, que l'alchimie d'éveil se fait naturellement. Qu'est-ce qu'on fait juste observer ce qui se déroule, ce qui Alors, se manifeste? au départ, on va dire qu'on va observer parce qu'on est tellement pris dans les conditionnements, les vagues émotionnelles, etc., qu'on va observer. Ça va nous donner un premier détachement, comme une plage sur laquelle tu te poses et tu vas regarder les vagues. Parce qu'au départ, on est pris dans tous les courants, etc. Là, tu te poses sur la plage et tu vas dire, ah, mais tiens, voilà, on peut laisser couler tranquillement le vague des pensées, le vague des émotions, ça a l'air de couler tranquillement. Mais après, tu restes pas dans ce détachement-là, parce que sinon tu risques d'être dans un état un peu froid, tu vois, de froideur, qui est un peu coupé du vivant, coupé de la vie. On ne doit pas être coupé de l'émotion. L'émotion est complètement naturelle. Mais une fois que tu as vu qu'est-ce que c'est véritablement une émotion, que c'est une énergie de vie qui est impermanente, mais qui est quand même très vibrante, très, très vivante, qui fait que tu es humain, ben, tu vas replonger dans l'océan. Et tu vas te laisser traverser par l'émotion, mais à partir de cet espace de la conscience que tu as réalisé. Et tu vas t'apercevoir que toutes les émotions, toutes les pensées jaillissent de cet espace-là. Donc la perspective est totalement différente. Complètement différente. Est-ce que l'émotion, à ce moment-là, fait partie de notre cheminement pour mieux nous connaître, c'est ça? Oui, mais tout fait partie. Oui. Ce qui s'élève dans l'instant, c'est ton invitation. C'est ton invitation à t'éveiller au cœur de toi-même, à ta vérité. Ceux qui connaissent des problèmes de santé, tout à l'heure, tu disais que tu avais un don pour les soins. Ah non, moi je n'ai rien, je n'ai pas de don. Non. Quand on dit don, le soin, c'est justement lorsque cet espace est touché, tu vois. C'est un espace qui est offert à l'autre, où dans cet espace-là, les nœuds, les contractions en toi, ça peut se dénouer de soi-même. Voilà. C'est bien, tu fais un bon lien avec ma prochaine question. Parce que plus je suis consciente de moi, de mes peurs, de mes résistances, de ce qui m'affecte, on essaie d'être plus présent à soi. Je me rends compte qu'il y a des tensions à l'intérieur du corps que je ne peux pas lâcher. Oui. Malgré toutes mes... C'est bizarre à dire, malgré tous mes efforts pour dire, OK, là, relax, respire et tout ça.
Mais parce que tu fais des efforts pour te détendre. Ben oui. Donc, quand tu fais des efforts pour te détendre, tu es tendu vers un but. Et tu vas créer une détente artificielle. Donc, tu ne peux pas amener une détente véritable. Pour amener une détente véritable, il y a à accueillir la tension telle qu'elle. Moi, généralement, j'invite à ce que j'appelle l'écoute corporelle. L'écoute corporelle, c'est pas simplement le body scan où tu détends le pied. Voilà. La véritable écoute corporelle, tu écoutes le corps comme tu écoutes la musique. Tu vois, et tu vas sentir, et tu laisses le corps te guider, parce que le corps, il a véritablement une intelligence. Tout fonctionne sans toi, le corps, il fonctionne. Hein. C'est une merveille de merveille. Il n'y a pas besoin de moi. Non, justement, moins on intervient, plus il peut s'équilibrer. C'est parce que c'est le mental qui on a l'impression qu'on doit toujours intervenir pour guérir, pour détendre, etc. Or, lorsque tu écoutes le corps, pour moi, le corps, c'est une porte extraordinaire qui peut amener jusqu'à la conscience totale, le corps. Donc, quand on écoute le corps, par exemple, là, si tu écoutes bien ton corps, ben, tu vas sentir, il y a peut-être le plexus est oppressé, il y a des tensions, etc. Donc, on ne va pas chercher à détendre ces tensions-là. On va les accueillir telles quelles. Et lorsqu'on les accueille telles quelles, sans bouger, sans toucher, sans vouloir les manipuler, automatiquement, tu vas sentir la tension va bouger. Il y a quelque chose qui va se décontracter. Soit ça va te ramener à une autre partie corporelle, et là tu vas commencer à faire le lien direct entre les parties corporelles. Voilà, tu vas commencer à redécouvrir ta corporalité. Et après, plus tu continues à écouter le corps, à prendre conscience du corps, tu vas voir que derrière une tension physique, il y a toujours une émotion qui n'a pas été vue, qui n'a pas été mise en lumière. Mais qui peut dater de nombreuses années. Complètement, qui a été refoulée au niveau inconscient. Et par la simple écoute, par la simple prise de conscience, mais sans vouloir changer quoi que ce soit en toi, cette émotion-là, ou ces émotions-là, ou ces schémas mentaux, vont s'élever à la conscience. Et là encore, tu ne vas pas toucher. Mais quand ça va s'élever, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va bloquer. Le corps va bloquer, il aura le réflexe bloqué, et le mental va bloquer. Parce que le mental a très peur de l'émotion. Parce que pour lui, il doit contrôler l'émotion. Parce que sinon, tu as peur de partir en live. Quand la peur monte, on a peur de la peur. Mais tant que tu ne la rencontres pas, tu ne vas pas pouvoir réaliser que c'est un fantôme, la peur. C'est quand tu vas pouvoir la laisser s'élever, cette énergie de la peur, par palier, parce qu'on va le faire par palier. On ne pourra pas d'un coup, parce qu'on pressent qu'il y a quelque chose d'intense dans la peur. Et que si on lâche la peur telle qu'elle, on va perdre le contrôle. Donc, soit on peut le faire spontanément, indirectement, mais c'est rare. Généralement, il y a une intelligence du corps, une intelligence du cerveau. On va faire que ça va être par palier qu'on va accueillir de plus en plus la peur ou une autre émotion, lui donner de plus en plus de l'espace. Et en donnant de l'espace à l'émotion, sans rien faire, on va s'apercevoir l'énergie de l'émotion, elle traverse, elle se déploie dans notre conscience et elle retombe dans l'espace de la conscience. Et il y a une paix qui est là. L'image qui me vient quand tu parles de palier, c'est quand on fait de la plongée sous-marine, puis qu'on est très creux, puis qu'on veut remonter à la surface, il faut faire des paliers et s'arrêter, décompresser. Oui. Alors, c'est exactement ça. Ouais. Ça décompresse quand ça doit décompresser. Si on écoute vraiment le corps, parce que moi je dis, tu parlais de mensonge, le corps ne ment jamais. Mais on l'écoute très peu. Dès que tu as un petit symptôme, nous on ne va pas l'écouter, parce que le corps il peut tellement porter qu'on va continuer. Et le corps, au lieu de murmurer les symptômes, il va te crier la maladie après. D'accord ? Et là, tu es obligé d'entendre. Tu es obligé. Et s'il y a une maladie, ça veut dire que tu n'as pas entendu ton corps. Tu n'as pas entendu l'émotion qu'il y a derrière, le schéma, le conditionnement qu'il y a derrière. Donc la maladie aussi est un cadeau, est une porte. Tout est cadeau, tout est porte d'éveil. Il n'y a rien en dehors de ça. Parce que toute la vie et c'est ça le cadeau de la vie, va nous inviter à retourner au cœur de nous-mêmes. Est-ce qu'il faut chercher une signification au malaise? Il y
il existe un dictionnaire des malaises et maladies. Si j'ai mal, je sais pas, moi, si j'ai la difficulté à respirer, c'est parce que je prends pas ma place. Ça, il y a comme une association logique, physique. Est-ce que ça a toujours lieu d'être ou c'est pas nécessaire pour comprendre? Il n'y a pas de réponse générale, je dirais que ça dépend de chaque personne. Donc c'est à chaque personne de voir comment ça lui résonne dans l'instant. Pour certaines personnes, il y a besoin de compréhension, et ce sera juste pour ces personnes-là. Mais la compréhension ne suffira pas à guérir. Ah non? Ah non, non, non. Parce que comme je t'ai dit, la compréhension, c'est au niveau mental. Hein. La compréhension tourne en rond. Parce que la compréhension n'est faite que de pensée. Donc tu as une pensée qui va appeler une autre pensée, tu auras une compréhension, mais ça ne va pas te suffire, tu auras besoin d'une autre compréhension, tu as une grosse bibliothèque comme ça. Hein, et ça ne te suffira pas. Est-ce que toute la compréhension que tu peux avoir, tu peux accumuler pendant des années, va apaiser la peur, l'insécurité qui est là? Non, elle est toujours là. Donc à un moment donné, il faudra plonger. Aller à la rencontre de soi. Voilà. D'où elle nous vient, cette peur? Cette peur, elle vient du fait qu'on est identifié au personnage. On croit être ce corps et ce mental. Et comme le corps et le mental changent d'instant en instant, le personnage doit se reconstruire. Donc on est toujours le pied dans le vide. Donc on est toujours dans l'insécurité et donc dans la peur. Comment on peut... ce qui me vient spontanément, c'est comment on pourrait enseigner ça à nos enfants, tu sais, de pas... Parce qu'on emmagasine la peur très tôt, là, quand on est jeune, là, particulièrement dans certaines familles. Comment on peut aider... Je ne sais pas si le verbe va être le bon là, pour toi, mais comment on peut aider nos enfants ou les amener à être en lien avec eux-mêmes, puis avec cette peur-là, pour s'en libérer peut-être plus facilement? Ben déjà, en te rencontrant toi-même, en rencontrant ce qu'est la peur en toi, en t'écoutant, et puis tu développeras l'écoute de toi-même, plus tu seras à même d'écouter l'enfant. Mais l'enfant, dès le départ, il n'a pas trop de problème, il est très spontané. C'est l'adulte qui a peur. C'est l'adulte qui essaye déjà de contrôler l'enfant. C'est pas l'enfant le problème. C'est les enfants qui devraient aimer leurs parents. On apprend des enfants. Hein, oui, beaucoup. C'est énormément. Est-ce que se mettre à l'écoute de l'enfant peut nous aider davantage que d'essayer de lui enseigner ce qu'on sait? Pour accompagner l'enfant, il est nécessaire d'être à son écoute. C'est-à-dire être à son écoute, ça veut dire que l'écoute, c'est silencieux. Mais généralement, on n'est pas silencieux. Il y a plein de projections. Déjà, c'est mon enfant, il faut qu'il soit bien, il faut que je le protège, il faut qu'il réussisse sa vie, il faut plein de choses. Donc déjà, voilà, il y a toutes ces projections sur l'enfant. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas dans une écoute neutre, spacieuse. On n'est pas espace d'accueil pour l'enfant, pour le mari, etc. Si on est véritablement cet espace d'accueil, cet espace d'amour, en face, ça va sentir ça. En face, ça va déposer ce qu'il y a à déposer et entendre ce qu'il y a à entendre. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais parce qu'on n'est pas espace d'accueil. Si on est véritablement espace d'accueil et de silence, ça se passe comme ça. Tu disais dans une de tes vidéos, justement, où tu parles de la relation aux autres, soit l'enfant ou le conjoint, de laisser tout l'espace à l'autre, même si des fois on a envie d'aller l'aider, de le sauver même parfois, de lui éviter de la souffrance ou des problèmes. Fait que tu dis non. J'ai pas dit non, on peut, ça dépend du moment. On peut l'aider, mais c'est pas l'aider à tout prix. À un moment donné, si on est espace d'écoute, déjà quand les gens actuellement ils ont tellement besoin d'être écoutés, entendus. Donc, mais généralement, pour moi, l'écoute c'est un art. J'appelle ça l'art naturel. Lorsqu'on est véritablement
écoute, pure écoute, il y a une paix. Et dans cette paix, les personnes peuvent vraiment, il y a quelque chose, elles se sentent accueillies telles quelles dans cette paix, non jugées, entendues pour ce qu'elles sont. Donc elles peuvent se déposer complètement. Il y a quelque chose qui commence à se détendre, à se détendre. Et dans cet espace d'écoute, de paix, ça va inspirer l'autre à trouver sa propre solution. Il faut faire l'expérience. L'autre va trouver sa propre solution. Au lieu d'être prompte à vouloir dire, mais voilà, tu devrais faire ci, lui donner une solution, faire l'expérience d'être dans cet espace de silence, cet espace de paix. Rester dans l'amour. Oui. Comment je dirais, en souhaitant que l'autre trouve sa propre solution ou ne la trouve pas selon son chemin. Il n'y a pas besoin de souhaiter. Non. Quand on est en cette paix, il n'y a besoin de rien. Et c'est cette paix-là qui est l'essence de la conscience qui œuvre. Moins tu en fais, plus ça se fait. Ah, j'aime ça. Oui. Oui. Plus tu es en vacances, oui. Plus tu es pleinement en vacances, plus l'alchimie de la vie peut se faire. Plus la vie va prendre soin de la vie. Plus la vie va se guérir. Est-ce qu'on peut entrevoir qu'un jour les organisations, les entreprises, la société, les groupes seront en harmonie avec eux-mêmes, puis que cette paix-là s'installe à petite échelle d'abord, et puis... Oui, si chaque personne commence par lui-même, à plonger en lui-même, à s'écouter, à se rencontrer tel quel. Parce que dans cette rencontre avec toi-même, tout va se réaligner, tout va s'équilibrer, tu vois, tout va s'éclaircir. Et chacun va rencontrer ce qu'il est véritablement, cette paix-là. Donc si chacun rayonne de cette paix, automatiquement ça va se diffuser dans la famille, dans le foyer, dans les groupes, etc. Mais ça passe d'abord par ce retour vers le cœur. Je vivais récemment un épisode de critique assez acerbe de la part de quelqu'un que je connais pas. Puis je m'étonnais que ça m'affecte autant. J'aimerais ça comprendre ça avec toi. Tu sais, comment ça se fait qu'on est encore sensible? Puis pourtant, il n'y a aucun lien, il me semble, entre ce que je suis puis ce que l'autre personne pense, que je connais pas, que j'ai jamais vu. Je sais pas c'est qui, puis je pense que les réseaux sociaux sont un terrain fertile pour ceux qui ont envie d'être critiques sur tout et rien à la fois. Ben là, c'est une bonne exploration. Voilà, il y a une critique, il y a des paroles qui sont dites. Qu'est-ce que ça me fait? Quelles sont les émotions qui ont émergé en moi? Et là, je regarde. Et derrière l'émotion, c'est pas tant l'émotion le problème, même si tu as une colère, etc. C'est la saisie de l'émotion. C'est-à-dire, je m'identifie à l'émotion. Tu vois, je m'identifie à la colère. Et derrière cette saisie-là, il y a une identification au personnage. Par exemple, je tiens à mon image. Il y a une identification à certaines pensées. Donc, lorsque tu remontes jusque-là et que tu ne t'identifies plus à telle pensée, à telle image, à la croyance d'être comme ci ou comme ça, il peut y avoir une parole, c'est comme du vent. C'est l'ego, finalement, qui réagit. Oui. Mais ce qu'on appelle l'ego, précisément, c'est cette identification à une pensée, à une image, au fait de croire que tu es Diane. Il y a un bout de mystère que j'arrive pas à intégrer dans l'idée que je m'identifie à Diane alors que je ne suis pas Diane. Oui, mais il y a ce conditionnement très fort. Ouais. Voilà, et c'est ce conditionnement fort-là que tu vas voir directement lorsque tu vas commencer à tourner le regard sur toi. Voilà. Comment on peut être ami avec notre ego plutôt que de laisser guider notre vie, nos réactions, nos peurs, notre identification? Comment on peut l'accueillir dans ce qu'il est, mais
ne pas le laisser prendre les rênes de notre vie? En sachant ce qu'est l'ego. L'ego, c'est on va dire un conglomérat de plein de choses. C'est d'abord l'identification au corps, c'est l'identification aux sensations, aux pensées, aux émotions, c'est plein de nuages en fait auxquels on s'identifie. Et ces nuages-là voient en apparence le ciel de la conscience que nous sommes. Donc il s'agit de rencontrer chaque nuage, parce que pour l'instant l'ego il fonctionne à plein tube et à l'insu de notre plein gré, parce qu'on ne voit pas clairement qu'est-ce que l'ego. Est-ce qu'il existe vraiment? De quoi il est fait? On ne voit pas toutes ses facettes. Mais dès qu'on voit toutes ces facettes clairement, il peut se jouer, mais il ne peut plus se jouer de nous. Mais on voit que c'est un fantôme, on voit que c'est une marionnette. On ne donne plus de réalité à ces mouvements-là, à ce système-là de conditionnement. Est-ce qu'il peut continuer à vivre quand même, ou parce qu'on le voit, dans le fond, il n'y a plus besoin d'être dans notre vie? Il peut continuer, mais tu n'es plus... Il fonctionne au minimum, tu vois. Ouais. Au minimum, juste pour l'incarnation. Okay. Mais tu n'es pas plus dupe. Tu vois clairement les choses. Voilà. Si une émotion s'élève, immédiatement, une colère s'élève. Après, la colère ne s'élève même plus, si tu veux. Il y a des émotions, ils vont même plus s'élever parce qu'elles ont tellement été accueillies. Donc, l'énergie d'émotion n'étant plus bloquée ni refoulée, donc tu ne la stockes plus au niveau corporel, elle n'est plus alimentée, elle est libre d'être, donc elle va perdre de sa densité énergétique, tout son contenu auquel on croyait va se vider, elle va se vider son contenu. Donc quand elle émerge, c'est comme si elle est transparente, elle est vivante, mais elle est transparente, elle ne pose plus de problème du tout. Quand on arrive à certains mi-temps de notre vie, peut-être avant, peut-être après, puis qu'on se rend compte, un peu comme on disait en début d'entrevue, qu'on se rend compte que c'est pas ça qu'on a envie de vivre, c'est pas cette vie-là, c'est pas de courir après plus de bien et plus de tout, là, finalement. Tu disais dans une de tes rencontres qu'il y a comme une crise qui s'installe, c'est peut-être pas une crise, là, mais tu sais, une remise en question de tout ça, de dire, mais pourquoi tout ça? À quoi ça sert? Puis j'ai l'impression qu'on se désidentifie de tout ça, peut-être pas dans le sens spirituel au complet, mais dans le sens matériel, à tout le moins, de dire, pas besoin de tout ça. Est-ce que, comment ça se fait qu'on continue... Je cherche mes mots, là, je devrais poser la question clairement. Là. Comment ça se fait que la société continue de nous amener, de créer ces désirs-là, ces besoins-là qui sont faux, parce qu'on n'a pas ces besoins-là dans les faits. Puis jusqu'à quand qu'on va courir comme ça, plutôt que de dire, OK, c'est assez, on arrête, on ralentit, on retourne à ce qui est vrai, ce qui est important pour nous, ce qui est essentiel. Mais parce que pour l'instant, notre société est basée sur le désir. C'est pour ça que c'est une société de consommation et on en est là, et il y a une crise pour montrer que ça ne peut pas continuer comme ça. À vouloir être avide et à suivre le désir, on n'écoute plus la terre, on n'est plus en relation avec la terre, il y a un déséquilibre. Donc, pour arrêter ce mouvement du désir, il s'agit que chaque personne se connaisse lui-même, apaise, laisse ce mouvement de désir s'apaiser lui-même. Et donc là, on peut aller après vers une autre forme de société. Mais la forme de société actuelle, elle est basée justement sur une méconnaissance de ce que nous sommes en réalité, à tous les niveaux. Une méconnaissance, je veux dire, pas dans le sens de connaissance, compréhension avec le mental, dans le sens de sagesse du cœur. Quand on parle là de se rencontrer, il s'agit de se rencontrer dans le cœur, donc d'avoir une vision claire et directe de nous-mêmes, faire l'expérience de nous-mêmes. Et là, c'est cette sagesse du cœur qui s'éveille en nous. Est-ce que ça continue de s'approfondir, cette sagesse-là, ou à un moment donné, c'est la mer calme et
C'est à ça qu'on goûte tous une fois qu'on est là. La mer, de temps en temps, elle est calme, et de temps en temps, elle est vivante. Donc, il n'y a ni attachement au calme, ni au mouvement, c'est simplement l'infini de l'océan, tel qu'il est. Ça nous donne ça nous donne l'envie de vivre ça, de vivre comme ça aussi, puis tu sais, d'accueillir ce qui est le plus, je dirais, le plus important pour nous, c'est-à-dire de revenir à soi, mais parfois on fait des détours incroyables pour arriver à ce chemin-là, pour arriver à se retrouver dans cet espace-là. Comment on... C'est sûr, mes questions commencent toujours par comment, là, mais... je suis dans ma tête, là, tu sais. J'aimerais tellement le rendre clair pour tout le monde, puis l'intégrer aussi en même temps, tu sais. Quand on se donne des espaces de calme, qu'on se retrouve avec soi, qu'on fait rien, qu'on est juste dans je dirais, la béatitude et la gratitude d'un coucher de soleil, d'une levée de pleine lune, ou puis de savourer ces moments-là, on a l'impression d'être plus en paix avec nous. Oui, parce que dans ces moments-là, tu ne cherches plus rien. Dans ces moments-là, tu t'abandonnes. Dans ces moments-là, tu t'émerveilles de la vie, de l'instant qui t'est donné. C'est pour ça qu'il y a une détente, il y a une paix, parce que là, il y a un abandon où tu ne cherches plus rien. Tu n'as plus soif d'autre chose. Tu n'as plus soif d'un ailleurs, d'un autre paradis que celui qui est déjà là, maintenant. Et c'est ça qu'on a le goût de vivre, finalement. C'est ça, le bonheur. Mais c'est pas ça, le bonheur. Non. Nous sommes le bonheur. Ouais. Si tu penses que le bonheur, c'est encore quelque chose à acquérir, on est encore dans l'avoir, tu vois. Et ça, ce bonheur-là, si tu l'obtiens, tu peux le perdre. Le bonheur permanent, c'est ce que nous sommes. Et ce dévoilement de ce que nous sommes, de cet infini de l'être, cet infini de paix, d'amour et de joie, ne peut se faire que là, en rencontrant ce qui est là. D'abord, notre humanité. Nous sommes incarnés, il y a un corps, il y a un souffle, il y a des émotions, il y a des pensées. Il y a cela à rencontrer, à connaître en le cœur, par le cœur. En nous. En nous, complètement. À chaque instant. À chaque instant. Et à chaque instant, la vie nous enseigne, la vie est notre maître, la vie nous éclaire, il y a une intelligence de la vie, il n'y a qu'à suivre simplement, à accueillir l'instant, et tout est déjà là. Ça nous est montré dans l'instant, mais on n'écoute pas l'instant, finalement on contourne, on le fuit, etc. On essaie encore de contrôler. L'ego n'est qu'un système de contrôle. Donc, il s'agit de le voir clairement, ce système de contrôle, de voir comment ça contrôle. Tu vois, je reprends tes comment maintenant. C'est contagieux. Voilà. Comment ça contrôle, voilà. On regarde bien. On prend le temps de regarder. On prend le temps de s'explorer. C'est véritable. On rencontre en profondeur, en toute intimité avec soi-même. Vraiment. Et c'est une rencontre d'amour. Voilà. On est fait d'amour aussi. Il n'y a que de l'amour, là. Dans chaque cellule, dans chaque atome, dans tout, il n'y a que l'amour. La vie, son essence, est pur amour. Cet enfant intérieur qu'on porte tous, que j'aime rappeler souvent, là, cet enfant intérieur, est-ce que dirais-tu que c'est de lui dont on doit prendre soin? C'est de cette essence-là qui est la base de ce que nous sommes. Alors l'enfant intérieur est une strate en nous qui est très importante parce que chaque personne à un moment donné de sa vie eu une expérience douloureuse, une blessure liée au papa, à la maman, etc. Et au niveau généralement à ce niveau-là, c'est généralement relégué au niveau inconscient. Donc pour faire remonter ce niveau-là, il s'agit de plonger profondément en nous pour que les images, les blessures, les émotions qui sont liées à ce niveau puissent remonter à la surface de la conscience. Et la compréhension ne suffit pas. C'est
vision directe, cette prise de conscience directe qui permet à cette strate-là de s'éveiller, d'être mise à jour. Mais généralement, on rencontre cette strate-là de façon délicate. Parce que c'est une strate où il y a... L'enfant, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un d'ouvert. Donc à un moment donné, le cœur est ouvert chez l'enfant. À un moment donné, il y a une expérience de vie qui est douloureuse. Donc ça crée un trauma, ça ferme le cœur. Donc lorsque cette strate remonte, on doit l'aborder avec une infinie douceur. Une infinie douceur. Et c'est dans cette douceur-là que cette strate peut être guérie, peut être mise en lumière. Et derrière ce cœur d'enfant qu'on touche, derrière, on touche notre cœur véritable, qui est le cœur de l'être. Donc là, à nouveau, c'est une porte. On est dur avec soi-même. Hein? Souvent, on est... Très, très dur. En psychologie, on dirait qu'on a intégré le parent difficile. Ça vient de là, ça. J'ai l'impression qu'on se fouette puis qu'on se flagelle constamment. Puis non, tu ne peux pas avoir mal. Puis go, t'es fatigué, c'est pas grave, tu y vas quand même. T'as mal, tu dis rien. Comment ça se fait qu'on est si dur que ça avec soi? C'est parce qu'on est éloigné de notre nature véritable? Oui, on s'est coupé de notre... On a oublié notre nature véritable, et cette zone aussi de l'enfant intérieur, elle s'est fermée. On a le cœur fermé. Donc il y a le cœur fermé, ça refuse la douceur d'amour, ça refuse l'amour. Plus quelqu'un est en colère et souffrance, ça veut dire que derrière, il y a une grande sensibilité. Il y a un cœur d'enfant qui a été blessé. Et si on voit au-delà de sa violence, sa colère, etc., si on voit tout de suite son cœur d'enfant, il y a quelque chose qui peut être apaisé chez lui. Mais pour voir le cœur d'enfant véritablement chez l'autre, il faut avoir touché son cœur d'enfant. Des fois, on le sent spontanément. On a l'impression, on peut même donner un âge, des fois, à la réaction d'une autre personne en disant « Oh, j'ai l'impression que c'est l'enfant de 5 ans qui répond. » Mais complètement. Complètement. Et c'est souvent cette strate-là qui répond. C'est souvent cette strate-là. Tu es au Québec pour encore quelques jours. Tu fais des rencontres en fin de semaine qui vient. Oui. À Longueuil, je crois, Isabelle, c'est ça? À Longueuil, c'est samedi et dimanche. Et les dates, moi j'ai un peu perdu la notion du temps, mais enfin, et ça se passe de quelle heure à quelle heure et où? On va donner le lien un peu plus tard. Alors, on vous donnera le lien avec tout ça. Comment ça se passe, les rencontres avec toi? Ça se passe. Je vais me guérir de ce comment-là. 23-24 mars. Mais ça se passe, à chaque fois, chaque rencontre est complètement différente parce que ça se fait en fonction de l'instant, en fonction du groupe qui est là, donc ça danse différemment dans chaque rencontre. Mais les rencontres, c'est cet espace que chacun s'offre pour se rencontrer totalement, en profondeur, en toute intimité, pour laisser émerger cette vérité du cœur. Donc, les gens te posent des questions selon ce qui vient. Oui, il y a beaucoup de comment. Oui, je serais à l'aise finalement. Oui, comme un poisson dans l'eau. Oui. Donc, comment, c'est vraiment tout le temps notre mental qui essaie de comprendre et d'adhérer à tout ça. Somaseka, c'était un immense bonheur de t'avoir ici aujourd'hui à Porteur d'Espoir. Je m'ennuie de mes formats de 2 heures parce que j'en aurais pris encore plus. Ça aurait été vraiment spécial. J'espère que nous aurons le bonheur de te retrouver au Québec, encore une fois, bientôt. Est-ce que tu prévois... Est-ce qu'on a été assez chaleureux pour que... même s'il fait froid? Les Québécois, ils ont un cœur gros comme ça. Ouais. Comme un grand soleil. Oui. Ben, je pense qu'ils sont attirés par ta lumière aussi, parce que c'était une rencontre de cœur, puis j'adore ça. Puis je pense que les gens, je suis sûre que vous allez avoir aimé ça, vous aussi. Vous nous ferez des commentaires. Puis moi, je vous invite à aller aux rencontres avec Somaseka, parce que c'est
Elle dégage tellement de paix. Là. Toutes les tensions que j'avais dans mon corps sont comme toutes en train de relâcher. Je ne sais pas comment elle fait, mais ça fonctionne. Merci infiniment. Et puis merci d'être tout l'amour que tu es. Merci Somaseka. Alors, on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Porteurs d'espoir. Celle-ci va avoir une place bien spéciale dans mon cœur. Bye tout le monde, à bientôt.